qui est vraiment magnifique. Et je crois que les nouveaux députés, vous allez peut-être pouvoir me dire, Valérie Gomez-Bassac et Elsa Faucillon, puisque vous nous avez rejoints sur ce plateau, députée La République En Marche du Var, Valérie Gomez-Bassac et Elsa Faucillon, députée GDR des Hauts-de-Seine. Je crois qu'elle était en rénovation depuis 2 ans et demi, donc vous avez eu peut-être une réplique, mais peut-être vous n'avez jamais vu, je pense, l'original dans l'hémicycle de l'Assemblée. En regardant du coup et en vous écoutant, je vous avoue que je me posais la question. Je me souviens des premières visites où, de mon souvenir, c'est bien l'original que nous avions. Au tout début. Tout début. Et en revanche, je n'arrive absolument pas à me souvenir du moment où elle a disparu pour être rénovée. Et j'ai hâte de la découvrir. Et je me disais aussi, hâte aussi que les visites à l'Assemblée nationale puissent reprendre et que le public, les citoyens de ce pays, des touristes aussi puissent venir la voir dans ces belles conditions et ce beau travail fait par de l'artisanat français, j'ai vu beaucoup de femmes d'ailleurs qui travaillaient sur cette tapisserie. Donc vraiment hâte qu'elle puisse être découverte par le plus grand nombre. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde effectivement dans l'hémicycle pour assister à cette inauguration. Valérie Gomez-Bassac, vous aussi, vous avez hâte de la découvrir tout à l'heure? Oui, puis je trouve que c'est intéressant que vous en parliez, que vous fassiez un focus sur cela, parce que ça nous montre aussi qu'on passe nos journées à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, etc. Et puis on fait pas attention à tout, alors qu'elle prend quand même beaucoup de place dans l'hémicycle. Et finalement, moi, de la même façon, je ne sais pas exactement à quel moment elle a été enlevée, etc., etc. Donc c'est bien de nous rappeler tout ça, et puis c'est bien aussi de nous montrer tout ce que ça représente et toutes les valeurs que nous essayons de défendre et de représenter. Donc c'est intéressant. Alors vous êtes venu débattre néanmoins des questions au gouvernement. Il est 14h37. Nous sommes donc à présent à 23 minutes de ces premières questions au gouvernement pour cette session extraordinaire, cette rentrée parlementaire ici à l'Assemblée nationale. Alors avant de faire le menu de toutes ces questions, vous savez qu'à LCP, on s'intéresse aussi aux citoyens et finalement on se demande quelles questions ils auraient posées s'ils avaient été députés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Question très concrète, on va l'entendre à présent, question de Renaud qui est photographe à Tours et il est au micro de Maïté Frémont et de Thomas Després. Écoutez. Merci. Parole est à... Bonjour, je m'appelle Renaud, je suis photographe à Tours et en création d'entreprises. J'aimerais savoir si dans le cadre du plan de relance, il est prévu des mentions ou des aides spécifiques pour les créateurs et pour les gens qui sont indépendants. Valérie Gomez-Bassac, est-ce que les indépendants, ce sont un peu les oubliés, c'est l'angle noir finalement? Alors, ils sont pas cités nommément dans le rapport qui a été rendu et dans le plan de relance en général, mais ils font partie des différents acteurs économiques. Donc il y a certaines mesures qui s'appliqueront de toute façon à eux. Il y a des députés qui se sont déjà saisis du problème et qui ont, d'ailleurs j'ai co-signé une lettre adressée au ministre de l'économie à ce sujet, justement pour être sûr qu'ils ne soient pas oubliés, que des mesures soient aussi en leur faveur. Il faut également les aider. Ça touche beaucoup de domaines, tout ce qui est événementiel, différents secteurs d'activité, et ils ont déjà beaucoup souffert de la crise et de cette période post-crise qui est aussi quand même très très difficile. On apprend à vivre avec le virus, mais il est toujours là. Il y a beaucoup d'événements qui sont annulés, reportés. Dans certaines régions, ils en sont à se demander s'ils vont pas annuler demander des reports aussi au niveau des mariages, etc. Donc ce sont tous des secteurs d'activité qui sont touchés. Ce sont les traiteurs, ce sont il ne faut pas oublier qu'il y a 3,7 millions de micro-entreprises en France et que ça représente 2,4 millions de salariés, donc c'est non négligeable évidemment. Elsa Faucillon, on parle des secteurs et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été aidés dans ce plan de relance, voire tous. Pour autant, est-ce qu'on a aidé trop les grandes entreprises, peut-être les petites et moyennes? Il y a eu des fonds pour aider aux fonds propres, mais pas ces micro-entreprises, ces petits indépendants? Moi, je trouve qu'elle est bien, sa question citoyenne. Elle permet de dire combien il y a des oubliés de ce plan de relance, et ils sont nombreuses. Quand on regarde le plan de relance, on peut noter par exemple que les précaires, qui seront pourtant ceux qui vont être extrêmement durement touchés par la crise, et pas que par la crise sanitaire, par la crise économique, la crise sociale qui va être extrêmement brutale, ceux-là sont inquiets, et je crois qu'ils ont raison de l'être, parce que il y a un plan de relance qui quelque part veut relancer la machine à l'identique
exactement à l'identique et produire du coup les mêmes effets, c'est-à-dire des très fortes inégalités, qui proposent que ce soit les grosses entreprises qui soient de nouveau aidées avec cette théorie du ruissellement qui reste extrêmement présente. Moi, je veux m'arrêter quand même sur du coup le cas d'Auchan, par exemple. Typiquement, Auchan a bénéficié pendant des années du CICE, sans conditions ni sociales ni environnementales, près d'1 milliard depuis 2013. Aujourd'hui, alors même que la rentabilité a bondi au premier semestre. Enfin, la rentabilité a bondi au premier semestre chez Auchan. Les gens sont allés se nourrir chez Auchan pendant le confinement. Et là, ils nous annoncent 1472 postes supprimés. C'est un scandale. Et des scandales comme ça, nous en avons déjà connus et avec ce même dispositif, nous en connaîtrons de nouveau. On va continuer à débattre du plan de relance à travers les questions au gouvernement. On va d'ailleurs faire un point sur ces questions au gouvernement. On vous retrouve Stéphanie Despierres dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale puisque cette inauguration est actuellement terminée. De quoi on va parler alors cet après-midi lors de ces questions d'actualité ? Eh bien, vous le disiez, Brigitte, nous allons parler du plan de relance sur lequel vont plancher les députés tout l'automne. Il y aura des questions venues de la droite comme de la gauche sur les éventuelles contreparties, sur l'argent débloqué, sa répartition selon les entreprises, selon les territoires. Les députés d'outre-mer notamment sont inquiets. Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur et le tout nouveau président du groupe La République En Marche, interrogera lui aussi le gouvernement qui pourra ainsi défendre sa politique économique. Et les autres thèmes du jour, Stéphanie ? Évidemment, Brigitte, encore et toujours l'épidémie de Covid-19. On parlera du dépistage, des embouteillages dans les laboratoires, du suivi des malades ou encore de l'indemnisation des victimes. Et puis la droite veut relancer l'offensive sur la sécurité et sur un autre thème, la fraude aux aides sociales. Après la publication d'un rapport parlementaire accablant qui estime qu'il y a entre 2 et 6 millions de cartes vitales en trop par rapport à la population française. Merci Stéphanie Despierres pour toutes ces précisions. Question donc sur le suivi des malades du Covid posé cet après-midi et notamment par le député UDI du territoire de Belfort, Michel Zumkeller, qui va donc interpeller le gouvernement. On le retrouve à l'instant au micro de Elsa Mondin-Gava. Vous êtes salle des 4 colonnes, Elsa. Exactement. Et monsieur Zumkeller, vous n'allez pas vous intéresser à ceux qui ont le Covid, ceux qui vont l'avoir, mais ceux qui l'ont eu. C'est un problème, leur suivi est un problème aujourd'hui. Oui, en tout cas pour ma part, dans ma circonscription, je suis de plus en plus interpellé par des gens qui ont eu le Covid, quelquefois pas une forme très grave, quelquefois ils n'ont même pas été hospitalisés et qui se retrouvent avec des séquelles très importantes. Ça peut être des séquelles neurologiques, ça peut être de la fatigue très souvent, des personnes qui vont bien, puis après qui pendant 3 jours sont très fatiguées, ça peut être, enfin il y a plein de sortes de séquelles et le problème c'est qu'il n'y a pas un suivi généralisé, c'est-à-dire par exemple ils se rendent chez leur médecin généraliste qui leur dit c'est pas très grave, c'est un peu psychologique, prenez un antidépresseur. Et en fait c'est pas ça. Et les séquelles reviennent, existent, sont toujours là, et le temps passe, et ces personnes ne sont pas prises en compte. Donc l'idée c'est de demander au ministre pourquoi on ne pourrait pas faire un suivi commun, généralisé, une espèce de bilan, quand on se rend chez son médecin, j'ai eu le Covid, et voilà on fait un bilan. Parce qu'après, si jamais il y a des conséquences, peut-être que dans les années qui viennent, on va avoir des gens avec des maladies assez graves et on n'aura pas fait le lien avec ce Covid. C'est le sens de la question. Généralisons. Je trouve que quand même maintenant, ça fait 6 mois. Donc maintenant, au bout de 6 mois, il serait peut-être temps de s'intéresser à ces personnes. Il y a eu une étude très intéressante qui dit qu'il y a peut-être 10% des cas touchés par le Covid qui sont dans ce cas. Si on a eu 200 000 cas de Covid, ça fait 20 000 personnes qui sont dans un état de fatigue, un état de maladie possible. Donc maintenant, il faut agir, il faut trouver une solution et surtout un bilan pris en charge par la sécurité sociale. Ça coûtera moins cher pour les années qui viennent. Eh bien, on écoutera votre question, on écoutera la réponse du ministre qui peut concerner quelques téléspectateurs qui pourraient avoir des conséquences de ce suivi de Covid. Bien sûr, merci Elsa Mondin-Gava. Valérie Gomez-Bassac, il pointe là une faille, peut-être quelque chose auquel pour l'instant on ne s'est pas intéressé parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur les nouveaux cas, les gens à tester, les cas, les réanimations, les décès. Je pense pas mais le suivi de ces malades. Pas que ce soit une faille. C'est vrai que la propagation du virus est telle qu'on s'occupe surtout des personnes qui sont malades en ce moment ou qui risquent
risque de l'attraper, etc. sanitaire. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement envisage de prendre des mesures, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Je trouve la question judicieuse parce que je connais des personnes qui ont eu le Covid et en effet, il y a des effets secondaires assez graves. Maintenant, est-ce que ça doit être généralisé et imposé par le gouvernement? Je suis pas sûre, mais il faut absolument que ces personnes soient suivies par leurs médecins. Mais il y a aussi une difficulté, c'est qu'on n'a pas de recul sur ce virus. Donc il y a aussi la recherche en même temps qui essaie d'analyser un peu tous ces effets de ce virus. Donc oui, il faut qu'il y ait un suivi, il faut encourager les personnes à aller voir leur docteur. Il faut sans doute une bonne prise en charge par la sécurité sociale. Après, généraliser, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Pas encore là-dessus. Surtout en ce moment. Il y a la reconnaissance de la maladie professionnelle, en tout cas pour les soignants. Il faut aller plus loin peut-être dans le suivi justement de ces personnes. Vous avez sûrement dans votre entourage des personnes qui ont des séquelles du Covid. Bien sûr, je pense que la question est pertinente et qu'il faut la creuser. Moi, je crois qu'il faut être en capacité de généraliser le suivi. La question qu'on voit aujourd'hui et qui est à mon avis identique à celle qu'on a identifiée pendant le confinement. On a parlé de la crise de l'hôpital et donc et d'une pénurie qui avait été organisée par des politiques publiques qui ont affaibli le système de santé publique dans notre pays. C'est pas derrière nous ça aujourd'hui, et on se retrouve avec des laboratoires privés qui aujourd'hui, pour beaucoup, tentent de faire ce qu'ils peuvent, mais qui aussi, pour certains, ne reçoivent pas les gens qui ont des symptômes et qui ne peuvent pas organiser d'un côté les asymptomatiques qui veulent être testés et ceux avec symptômes qui devraient bien sûr être testés. On voit des files d'attente incroyables. On a des doutes sur le fait d'avoir assez de réactifs pour pouvoir tester tout le monde. En fait, la pénurie continue et on voit bien un gouvernement qui, en fait, régulièrement est obligé de changer de stratégie parce que il s'adapte aux moyens existants et normalement, généralement, on fixe une stratégie et on essaye de développer les moyens qui. Alors justement, on est toujours dans cette. C'est quoi la stratégie véritablement du gouvernement? Est-ce que c'est la recherche de l'immunité collective ou est-ce que c'est freiner la maladie aujourd'hui? On sait plus forcément très bien quelle est la stratégie suivie. On s'adapte surtout au virus et à la façon dont il circule. Et enfin, c'est pas évident non plus. On le voit bien. Regardez, c'est en Israël, ils reprononcent le confinement 3 total, semaines, alors que ça s'était bien passé, qu'ils avaient pris des mesures draconiennes et pourtant ça repart. En Italie, ça se passe bien et je leur souhaite que ça continue de bien se passer. Vous voyez, il n'y a pas de logique dans la reprise de cette épidémie. Donc il y a quand même des incertitudes qui sont pas politiques mais scientifiques. Pour le coup, il y a quand même un embouteillage au niveau des tests aujourd'hui. Il y a un embouteillage au niveau des tests. La question qui est, a annoncé une priorisation. Et je pense que ça serait une bonne solution parce que c'est quand même un coût important pour la sécurité sociale, il faut quand même le dire, justifié certes, mais c'est quand même un coût important et il faut à mon avis en effet prioriser, c'est-à-dire que les personnes tout le monde ne doit pas se faire tester, c'est ce que vous dites. Alors, tout le monde ne doit pas se faire tester, peut-être pas, parce que je dis c'est peut-être pas nécessaire de se faire tester 5 fois par jour, enfin j'exagère, mais de se faire tester beaucoup parce que l'ARS leur demande. Et puis ou parce qu'elles ont peur aussi, je comprends, c'est légitime, mais à un moment il faut que la raison l'emporte et il faut arriver surtout d'abord à tester ceux qui ont les symptômes. Il faut accélérer le résultat des tests aussi. Mais dans ce discours, ce qui m'interpelle et qui me gêne, c'est que on en appelle à la responsabilité. D'ailleurs, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a fait de même en disant à la rentrée universitaire, il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Moi, d'abord, je veux dire que je vois quand même beaucoup de gens, très majoritairement, qui font preuve d'une grande responsabilité, qui font extrêmement attention. Et je crois que ça ne s'oppose pas au fait qu'il faut aussi qu'il y ait un pouvoir qui prenne ses responsabilités et qui ne le renvoie pas en permanence vers justement les citoyens. Les deux doivent l'être. Donc responsabiliser, mais offrir un cadre national, c'est-à-dire sur par exemple des mesures à prendre. Il faut qu'il y ait des choses extrêmement claires. Par exemple, regardons sur la rentrée scolaire. Il y a un certain nombre d'enseignants qui disaient nous avons besoin de quelques jours pour tous ensemble décider du protocole, des conditions d'accueil, mais faire des allers-retours avec le ministère sur des questions pour qu'on soit tous calés. Ça leur a été refusé dans un climat de défiance vis-à-vis du monde enseignant. Et du coup, vous voyez bien que d'une école à une autre, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas...
chez moi c'est le cas, eh bien forcément, au fur et à mesure où les cas arrivent, les protocoles changent, les questions n'ont pas eu le temps d'être posées, et donc ça crée ce climat d'inquiétude et d'incertitude. Il faut d'abord faire confiance à celles et ceux qui sont confrontés à ces questions, qui sont responsables, je le crois, et il faut en même temps en face un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui ne se défausse pas, et je crois qu'il paye légitimement le début de la gestion de la crise qui a été assez calamiteuse. Sur le suivi scolaire, Valérie Gomez-Bassac, il y a des efforts à faire. C'est vrai qu'on il y a des classes qui ferment, d'autres qui restent ouvertes, des enfants qui rentrent chez eux, déjà, des parents il y a une aussi. rentrée scolaire qui avait été faite au mois de juin, justement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait gérer ce virus. C'était un peu l'idée. Plus le fait aussi de permettre aux enfants de retourner à l'école, ça c'est certain, pour qu'ils rétablissent ce lien social. Donc on avait déjà vu ce qu'était la mise en place de protocoles. Bon, en septembre, la rentrée, oui, de nouveaux protocoles, un peu plus allégés. On continue comme ça. Maintenant, dire il faut tout prendre les décisions au niveau national, à mon avis, c'est une bêtise. Parce que oui, il faut donner des consignes claires, nettes, précises. Oui, l'État doit être là, mais c'est au niveau local qu'il faut les prendre. Donc l'État se défausse pas sur les territoires, c'est ce que vous dites. J'avais un maire tout à l'heure qui n'est pas de mon étiquette politique et qui me disait heureusement que vous nous laissez le pouvoir de gérer le virus au fur et à mesure, de voir avec les directeurs d'école si on ferme, si on ne ferme pas les classes, est-ce qu'on impose le masque ou pas. Et tous les maires sont alors là, et encore une fois, c'est pas de mon étiquette politique, surtout dans le Var, qui sont ravis d'avoir cette opportunité-là et au contraire qui se sentent pour le coup épaulés par l'État. Donc moi, j'ai pas du tout ce discours sur le terrain et encore une fois, c'est pas... Deux approches, en tout cas, de vision des choses sur cette crise sanitaire. Il y aura une autre question qui sera abordée cet après-midi. Les conséquences de cette crise, le plan de relance, bien sûr. Gilles Carrez, député Les Républicains du Val-de-Marne, est au micro de Thomas Després parce qu'il va interpeller le ministre Bruno Le Maire. Votre groupe va interroger les Républicains tout à l'heure, le ministre de l'économie, sur ce plan de relance. Que souhaitez-vous dire au gouvernement sur ce plan qui sera présenté au gouvernement dans quelques semaines au Conseil des ministres ? Tout d'abord, sur le plan lui-même, il y a des aspects incontestablement positifs. C'est un plan qui est centré sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises, avec une sorte de deuxième réforme de la taxe professionnelle, comme nous l'avions fait la première il y a une dizaine d'années, une baisse substantielle donc, de ces impôts qui pèsent sur nos entreprises. Et puis l'autre priorité, c'est la transition écologique, avec des mesures notamment sur la rénovation thermique des logements. Et donc, nous partageons bien évidemment ces objectifs. Mais vous avez des inquiétudes tout de même. Et ce sont des politiques que nous défendons depuis très longtemps. Les inquiétudes tiennent à deux choses. D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucune réforme de structure. On ne parle absolument pas de la nécessité de maîtriser la dépense publique, de la réforme nécessaire des retraites, de sujets, c'est vrai, qui fâchent, mais c'est le devoir d'un gouvernement que d'engager ce type de réforme. On est muet là-dessus. Et puis le second sujet, c'est évidemment le financement. L'argent magique qu'on emprunte à l'infini, un jour ou l'autre, il se paiera. Et le fait de compter sur les financements européens me paraît assez illusoire, parce que certes, nous avons une contribution de l'Europe dans le cadre du plan de relance européen de 40 milliards, mais n'oubliez pas que chaque année, nous payons à l'Europe sur nos crédits budgétaires 20 milliards. Donc c'est à peine 2 années. Et comme Emmanuel Macron, pour obtenir l'accord des pays dits frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, etc., a accepté que ces pays obtiennent d'énormes rabais, comme dans le temps le Royaume-Uni, on va payer 2 fois. Donc, Éric Woerth a dit qu'il voterait ce plan de relance. Est-ce que vous allez le voter? Je vais le voter parce que moi je m'attache d'abord aux mesures. Je trouve qu'il n'y a pas trop de saupoudrage et il est vraiment concentré sur la compétitivité et l'investissement. Je vais le voter, mais je mettrai aussi en garde le gouvernement sur les problèmes de financement parce que tout renvoyer à la dette, c'est un transfert sur les générations futures qui n'en peuvent mais. Merci beaucoup, Monsieur Carrez. On écoutera la réponse du gouvernement dans l'hémicycle. Merci. Merci Thomas Després. Valérie Gomez-Bassac, beaucoup de critiques dans la bouche de Gilles Carrez. C'est Éric Woerth qui posera la question cet après-midi, mais finalement il votera quand même, ce plan. Il dit pas de réforme de structure, il dit est-ce qu'on met pas de côté d'autres réformes comme celle des retraites par exemple, et puis il y a un problème de financement, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent magique. Est-ce que sur ces 3 points-là, le ministre pourra le rassurer, vous croyez cet après-midi? Déjà, j'aimerais bien que vous reparliez
parliez des points positifs, c'est-à-dire les 100 milliards qui sont mis à la transition écologique, l'emploi, la formation, enfin il y a quand même beaucoup de choses dessus. En effet, on ne touche pas sur le structurel, je dirais, mais c'est pas l'objet. C'est un plan de relance. Donc le reste viendra par la suite. Bon là, ce sont des mesures qui sont prises en urgence et il faut pour l'instant arriver à relancer cette économie. Il faut absolument, on est arrivé à la maintenir, tant bien que mal avec les mesures qui ont été prises pendant la crise. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Tout à l'heure, vous disiez justement, il y a peut-être des points comme les auto-entrepreneurs, les indépendants où on n'en parle pas. Il ne faut pas oublier quand même que toutes ces personnes ont profité des mesures pendant la crise Covid, c'est-à-dire fonds solidarité, report de charges, etc. Bon, moi j'ai bon espoir qu'ils profitent également du plan de relance. Et attention, parce que dans l'argent qui est mis pour les entreprises, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'indépendants qui travaillent pour des entreprises et grâce à des entreprises sur les contrats. Il ne faut pas oublier, c'est leur plus grande part de chiffre d'affaires, c'est grâce aux entreprises. Est-ce que vous allez le voter, ce plan, Elsa Faucillon? Vous n'aurez pas de scoop. Vous ne le voterez pas, mais pas pour les mêmes raisons que Gilles Carrez, j'imagine. Non, je ne le voterai pas. Non, les inquiétudes. Il va le voter, mais pas, vous n'avez pas les mêmes critiques. Voilà, pas les mêmes critiques. Je le disais déjà tout à l'heure, mais vraiment, d'ailleurs, la relance est effectivement le mot choisi et à dessein. Relance la machine telle qu'elle était, avec les mêmes principes, donc avec l'idée que en injectant massivement de l'argent public dans des grosses entreprises, cet argent finirait par retomber. On est bien dans un système qui alimente le système capitaliste en comprimant les salaires, en faisant en sorte que les revenus du travail... Vous dites qu'il faut une politique de la demande et pas une politique de l'offre, c'est ça que vous reprochez finalement à ce on a des oppositions peut-être assez classiques, mais moi ce que je crois c'est qu'un moment de crise, d'ailleurs je voyais ça il n'y a pas longtemps, le mot chinois pour illustrer la crise, c'est deux idéogrammes, un qui dit danger et un qui dit opportunité. Ce que je vois, c'est qu'ils saisissent l'opportunité d'accélérer la politique qui était menée, parce que c'est de l'argent public. À un moment, les citoyens vont doublement payer ces choix-là, directement au porte-monnaie et puis par des politiques qui ne créeront pas d'emplois. Moi, je crois que ça devrait être l'opportunité d'une bifurcation, mais d'une réelle bifurcation sociale, écologique. Et quand on parle de transition écologique dans le plan de relance, ce que je vois, c'est des secteurs qui sont saupoudrés, et on sait que la transition écologique, elle a besoin d'investissements massifs, qui seront créateurs d'emplois, mais d'investissements massifs. Si on veut réellement... Oui, sauf que ça va être 1 milliard à un endroit... C'est toujours 1 milliard, vous me direz, pour tel domaine, 1 milliard pour tel domaine. Ça ne suffit pas pour vous à transformer véritablement, évidemment que à non. faire cette transition écologique et à changer la façon et que dans ce plan de relance, par exemple, vous dites qu'il y a des gens qui ont bénéficié par ailleurs d'autres mesures. Mais les précaires, c'est 0,8% de ce plan de relance. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de ce plan de relance? Rien. Et ils sont les plus fragiles. Et il y a tous les intermittents de l'emploi, ils sont 2 millions, qui, eux, sont dans un état de crise, mais parfois humanitaire. Ils n'ont plus rien et ils n'ont aucune perspective. Donc ça suffit. Vous dites quoi? Il faut mettre encore plus alors qu'il y a déjà 100 milliards à financer? Non, il faut réorienter. C'est pas la bonne solution. Plan de relance ou plan d'investissement en fait? Parce que vous parlez de plan de relance, mais il va être discuté au mois d'octobre, voté d'ici la fin de l'année. Le temps finalement que tout cet argent arrive dans l'économie, est-ce que ça va permettre véritablement la relance et quand finalement? Écoutez, ça sur le calendrier, je ne sais pas, mais j'espère que ça sera assez rapide. Et c'est un plan de relance, mais aussi, oui, d'investissement, parce que lorsque l'on voit les milliards qui vont être mis au niveau des trains pour développer le train ou pour la rénovation, c'est quand même, oui, aussi de l'investissement et essayer de consommer, mais de consommer mieux, et puis essayer de permettre un développement économique, mais un développement économique en conformité avec toutes nos inquiétudes environnementales et autres. On va repartir salle des 4 colonnes où se trouve Elsa Mondagava, puisque nous sommes à 1 minute maintenant. Allez, des questions au gouvernement. Première séance donc de rentrée pour les députés. Elsa, alors est-ce qu'il y a un petit peu d'ébullition autour de vous? Oui, écoutez, ça se presse pour les députés pour rentrer dans l'hémicycle, faire leur rentrée politique, leur rentrée médiatique. Aussi ici dans cette salle des 4 colonnes, on voit des députés interviewés par les différents médias. Masque obligatoire, vous l'avez remarqué, salle des 4 colonnes, dans l'hémicycle également. Et puis on a vu passer, il n'y a pas longtemps, Christophe Castaner. Jusqu'à il y a quelques mois, lui, il passait par l'entrée des ministres pour aller au banc. À présent, il est président du groupe majoritaire La République En Marche. Il va poser sa première question au gouvernement, ce sera sur le plan de relance.
Merci Elsa Mondingava, donc le nouveau président du groupe La République En Marche, donc du groupe majoritaire, Christophe Castaner, qui interpellera donc le gouvernement. Première question en tant que président de groupe, alors qu'il a été jusqu'ici, effectivement, depuis le début en tout cas de cette législature, ministre. Et vous entendez évidemment à l'antenne déjà les tambours de la garde républicaine qui résonnent dans la salle juste à côté de la salle des 4 colonnes où se trouvait Elsa Mondingava. C'est donc la salle des pas perdus et le président de l'Assemblée nationale arrive évidemment en direct sur ces images pour présider cette séance. Il va donc aller rejoindre le perchoir et s'asseoir donc juste devant cette fameuse tapisserie des Gobelins, l'école d'Athènes que vous avez pu découvrir, qui a donc été totalement rénovée et qui symbolise, que vous apercevez sur cette image, et qui symbolise le débat et la démocratie, bien sûr. Merci Valérie Gomez-Bassac d'avoir été avec nous. Merci Elsa Faucillon et très bonne séance, très bonne rentrée parlementaire. Voilà pour cette séance.